Cette usine boit tellement de pétrole en une seule journée qu'il y en aurait assez pour un pays entier. Et non, je n'exagère pas. Pendant que certains versent dans leur réservoir quelques dizaines de litres d'essence en grimaçant devant le prix à la pompe, ce géant avale chaque jour des millions de barils de brut. De telles quantités, on a du mal à se les imaginer. Si tu versais tout ce pétrole dans des camions-citernes ordinaires, la file s'étirerait sur des centaines de kilomètres. Et le plus curieux, c'est qu'à la sortie de ce liquide noir et puant, naissent l'essence, le diesel, le kérosène d'avion, les huiles, le plastique, les tissus synthétiques et des centaines d'autres choses sans lesquelles le monde moderne s'arrêterait net. Ce que tu as devant toi, c'est la plus grande raffinerie de pétrole du monde. De loin, ça ressemble plus à une ville à part qu'à un site industriel. Elle a ses propres routes, ses propres pompiers, sa propre centrale électrique. Des milliers d'employés et une telle quantité de tuyaux que même la personne qui a conçu les labyrinthes demanderait une carte. La surface du complexe se mesure en dizaines de kilomètres carrés. Quand tu le regardes d'en haut, on dirait que quelqu'un a renversé un grand jeu de construction en métal en plein désert, et puis a oublié de s'arrêter. Les tuyaux se perdent à l'horizon. Des réservoirs gros comme des immeubles alignés en rangées. Et au-dessus de tout ça se dressent les colonnes, les réacteurs et les torchères. Le pétrole arrive ici sans arrêt. Une partie par oléoduc, une autre par pétrolier, à travers le terminal maritime. Un seul de ces navires peut transporter des centaines de milliers de tonnes de brut. Quand il approche du quai, le déchargement commence. Des pompes très puissantes transvasent le pétrole dans les réservoirs. Vu de loin, on dirait qu'il ne se passe rien de spécial. En réalité, chaque seconde, des milliers de litres filent dans les tuyaux. Dans les réservoirs, on examine le pétrole. Chaque gisement donne un mélange un peu différent. Ici, plus de soufre, là, des fractions plus légères, ailleurs, des composants lourds. Les ingénieurs doivent savoir exactement ce qu'ils ont reçu. Sinon, une usine énorme, qui vaut des dizaines de milliards de dollars, peut se mettre à tourner moins bien. Avant d'envoyer le pétrole dans les colonnes, on prélève un échantillon de chaque lot et on envoie au laboratoire. Là, on mesure la densité, la teneur en soufre, en eau, en sel, la viscosité et à quelle température il commence à bouillir. Pour ça, on utilise des appareils comme des spectromètres et des chromatographes. Ils montrent vite ce qui est arrivé à l'usine et à quoi il va falloir s'attaquer. Si le mélange n'est pas le bon, les techniciens changent le mode de traitement avant même que le brut continue sa route. Après l'analyse, la matière première part vers le cœur de l'usine, les colonnes de distillation. C'est ici que commence l'étape la plus importante de tout le processus. De loin, les colonnes ressemblent à des gratte-ciel géants en métal. Certaines atteignent plus de 100 mètres de haut. À leurs pieds, une personne ressemble à une fourmi à côté d'un château d'eau. Le pétrole entre dans des fours spéciaux où on le chauffe à plus de 350 degrés Celsius. Ensuite, le mélange brûlant entre dans la colonne. Et à partir de là, c'est la physique qui commande. Chaque composant du pétrole bout à une température différente. Les plus lourds restent en bas, les plus légers montent. À l'intérieur de la colonne se produit une vraie séparation de cet énorme cocktail chimique en ses différentes parties. En bas restent les fractions les plus lourdes. C'est d'elles qu'on tirera ensuite le bitume et d'autres produits épais. Un peu plus haut, on récupère le diesel. Plus haut encore, le kérosène d'avion. Au niveau supérieur se rassemblent les composants de l'essence et les gaz. Ça paraît tout simple. Tu as chauffé, séparé, et voilà. Mais si c'était si facile, les raffineries ne coûteraient pas des dizaines de milliards de dollars. Le souci, c'est que ces fractions n'ont pas encore une qualité suffisante.
C'est pour ça qu'elle passe par toute une chaîne d'installations supplémentaires. Regarde par exemple l'unité de craquage catalytique. Ici, les grosses molécules sont littéralement cassées en morceaux plus petits. Pour faire très simple, les ingénieurs prennent les composants lourds et les transforment en carburant plus précieux. Au fond, l'usine a appris à tirer plus d'essence de la même quantité de pétrole. Joli, pas vrai? À côté travaillent les unités de désulfuration. Avant, les gens brûlaient simplement du carburant plein d'impuretés et se demandaient pourquoi les retours ressemblaient à une expérience de chimie pour élèves particulièrement casse-cou. Les normes d'aujourd'hui sont bien plus sévères. C'est pour ça qu'on retire le soufre avant que le carburant arrive au consommateur. Le système de sécurité impressionne aussi. Partout tu vois des capteurs, des caméras, des vannes automatiques et des systèmes de surveillance. Dans une usine pareille, même une petite fuite peut vite tourner à la catastrophe. C'est pour ça qu'il y a ici des centres de contrôle qui tournent 24 heures sur 24. Sur des écrans énormes, les opérateurs voient la température, la pression et les débits en des milliers de points à la fois. Le moindre écart est repéré sur le champ. Et en plus, elle a son propre corps de pompier, avec une ampleur telle que beaucoup de casernes de ville paraissent modestes à côté. Les pompiers s'entraînent souvent sur des terrains spéciaux, où ils répètent des scénarios d'accident. Le plus curieux, c'est qu'une bonne partie de l'énergie qui fait tourner le complexe est produite à l'intérieur même de son terrain. L'usine est tellement gourmande qu'elle consomme de l'électricité comme une grande ville. C'est pour ça qu'il y a ici ses propres installations énergétiques. Chaque jour, des milliers de tonnes de produits finis sortent d'ici. Une partie va aux stations-service, une autre à l'aviation, une autre devient matière première pour l'industrie chimique. Quand quelqu'un achète une bouteille en plastique, une veste synthétique ou un pneu neuf pour sa voiture, très souvent son histoire a commencé justement dans des endroits comme celui-ci. Toute cette mégapole de métal existe pour une seule chose: transformer un liquide noir et épais en produits sans lesquels l'humanité n'a pas encore appris à vivre. Oui, le monde passe peu à peu à de nouvelles sources d'énergie. Oui, les voitures électriques deviennent plus populaires. Mais pour l'instant, ce sont justement ces usines qui restent parmi les sites les plus importants de la planète. La plus grande raffinerie du monde, c'est le complexe de la ville de Jamnagar en Inde. Cette usine traite plus d'1 200 000 barils de pétrole par jour. Ça fait environ 190 millions de litres de brut chaque jour. Le complexe occupe près de 7500 acres de terrain, plus de 30 km². Par sa surface, il est plus grand que beaucoup de villes. Cette seule usine couvre plus de 30% de tous les produits pétroliers que consomme l'Inde. Une partie du pétrole qui arrive ici est tellement lourde et sale que certaines raffineries ne veulent même pas s'en occuper. Mais c'est justement là-dessus que les propriétaires gagnent le plus. Ils achètent de la matière première moins chère, puis, avec des installations complexes, la transforment en essence, en diesel et en carburant d'avion. Lequel de ces faits t'a le plus surpris aujourd'hui? Et est-ce que ça t'a donné envie de visiter l'Inde? Sous l'océan Arctique reposent 13% des réserves pétrolières mondiales non exploitées, 90 milliards de barils. Le problème, une couche de glace d'1 à 4 km d'épaisseur, moins 50 degrés Celsius, aucune infrastructure à des centaines de kilomètres. Atteindre ce pétrole est techniquement possible, mais le coût fait que la plupart des compagnies pétrolières jettent un œil aux cartes de l'Arctique et les rangent silencieusement. Ceux qui tentent l'aventure se comptent sur les doigts d'une main, et c'est précisément là que je me trouve. Je commence par le plus important. Pourquoi c'est si rare et dangereux? Sous les calottes arctiques se cache beaucoup de pétrole, mais y accéder signifie travailler à plusieurs dizaines de degrés sous zéro, où la glace épaisse de plusieurs kilomètres pèse constamment sur les structures.
et où tout accident menace directement l'écosystème fragile. Le forage sous la glace exige une ingénierie extrêmement complexe. Plateformes spéciales renforcées, systèmes sous-marins sophistiqués et surveillance permanente 24 heures sur 24. Sur site, l'échelle frappe immédiatement. Énormes tours de forage, tuyaux massifs, réservoirs gigantesques, grues titanesques. Tout supporte des tonnes et fonctionne là où la moindre erreur coûte cher. Le processus commence par la prospection géologique. Relevé sismique précis qui révèle la couche pétrolière, puis forage d'un puits vertical ou incliné à travers glace et roches jusqu'au gisement profond. La colonne atteint des centaines de mètres. Les outils travaillent sous des centaines de barres de pression. Le contrôle de pression est absolument décisif pour éviter toute éruption catastrophique. Vient ensuite la préparation de l'extraction. Selon le gisement, on utilise l'éruption naturelle, des pompes mécaniques, des électropompes immergées, le gas lift ou d'autres procédés de remontée. Chaque méthode a ses exigences techniques et son prix. L'équipement arctique coûte plusieurs fois plus cher. Seules quelques compagnies et usines au monde possèdent les technologies et ressources nécessaires. Les risques ne sont pas que techniques. L'environnement est fragile. Une marée noire sous la glace reste difficile à circonscrire et la restauration prend des années. Les accidents en mer froide ont des conséquences durables, d'où une réglementation, des assurances et des protocoles de sauvetage plus stricts qu'ailleurs, qui font grimper les coûts et rendent le projet politiquement sensible. Je vois des hommes en combinaisons épaisses qui vérifient vannes et capteurs, chaque geste consigné, chaque tuyau documenté. Pour le spectateur YouTube, c'est un reportage d'aventure. Mais derrière la caméra, une équipe d'ingénieurs travaille avec une précision absolue. J'aime expliquer simplement. Le forage, c'est poser un très long tube dans la terre, mais ce tube doit résister au froid glacial et fonctionner en continu. Et quand je dis « en continu », j'entends 24 heures sur 24. Tout arrêt risque le gel, la panne, des dépenses colossales. C'est pourquoi le forage arctique est un pari aux limites du possible, où se mêlent ingénierie, argent et politique, et où une erreur peut devenir une histoire mémorable. Ce dont les brochures pétrolières ne parlent jamais, c'est la glace en mouvement. La banquise arctique dérive, exerçant une pression de 200 à 500 tonnes par mètre linéaire sur toute structure. Pas une métaphore, une charge réelle qui plie l'acier des plateformes offshore comme du carton. C'est pourquoi les plateformes arctiques ont des coques coniques. La glace monte sur le cône, s'élève et se brise sous son propre poids, évitant la pression horizontale. Cela semble élégant, mais le réaliser en métal de 50 à 70 mm d'épaisseur à des températures rendant l'acier fragile, c'est un défi d'ingénierie qui a demandé des décennies. La fenêtre d'activité sur le plateau continental arctique dure de 8 à 4 semaines par an selon la latitude. Le reste, c'est l'hiver. La glace rend tout approvisionnement soit impossible, soit si coûteux qu'il vaut mieux attendre. Durant ces 2 à 3 mois d'été, il faut tout acheminer, pièces, carburant, vivres, personnel, équipement. La chaîne logistique démarre 9 à 10 mois avant la navigation. Un voyage de brise-glace coûte de 2 à 5 millions de dollars. Si l'on oublie quelque chose ou commande la mauvaise référence, la prochaine occasion de corriger, c'est dans un an. Le pétrole extrait doit bien aller quelque part. Sur les gisements terrestres, en Alaska par exemple, on l'achemine par pipeline. Mais poser une conduite à travers le pergélisol est un défi. Le pétrole réchauffe le tuyau, le sol gelé dégèle, le tuyau s'affaisse et se rompt.
On installe donc la conduite sur des supports de 1 à 2 mètres de hauteur pour que la chaleur du pétrole ne touche pas le sol. Le pipeline Trans-Alaska, long de 800 km, est monté exactement ainsi, non par choix esthétique, mais par nécessité technique. Sur les gisements offshore, le pétrole est chargé directement depuis la plateforme dans des pétroliers de classe glace via des tuyaux immergés. La classe glace, c'est une coque en acier de 25 à 40 mm d'épaisseur, une étrave renforcée et des moteurs de 3 à 50 MW, permettant au navire de se frayer seul un chemin à travers une banquise de 2 mètres d'épaisseur. Le personnel arctique fonctionne par rotation, 2 semaines sur site, 2 semaines chez soi. L'acheminement par hélicoptère est le seul moyen possible. Un vol de la base côtière vers la plateforme, 150 à 300 km par temps arctique, n'est pas un horaire, mais une tentative prudente. La fenêtre météo s'ouvre et se ferme plusieurs fois par jour. Les gens attendent des heures, parfois des jours. Si quelqu'un tombe malade sur la plateforme, l'évacuation prend 4 à 8 heures minimum contre 20 minutes en ville. Le bloc médical est équipé comme un petit bloc opératoire pour cette raison précise. Je termine cette visite avec le sentiment d'avoir vu quelque chose de rare. Non parce que c'est beau, mais parce que c'est complexe, coûteux et dangereux. C'est exactement ce qui rend le sujet extraction pétrolière sous la glace captivant. Ici, chaque mètre de tuyau et chaque valve compte. Si le forage s'arrête 30 minutes, 2 km de puits se retrouvent simplement coincés. Les dégager coûtera des millions, ou ne sera tout bonnement pas possible. La location d'une telle installation représente des centaines de milliers d'euros par jour. Le trépan qui grignote le granit coûte le prix d'un appartement et casse au bout de quelques jours. Et si la pression a été mal calculée, le gaz jaillira avec une telle violence que seul un clapet de plusieurs dizaines de tonnes pourra l'arrêter. Je suis entré à l'intérieur d'un chantier de forage et j'ai vu à quoi ressemble la véritable lutte contre les profondeurs. Je vous montrerai chaque point critique, du trépan au système anti-éruption. Et je vous raconterai ce qui se passe à la seconde précise où le forêt atteint le gaz. Je me tiens à côté de la tour de forage, et elle ressemble à un immeuble de plusieurs étages fait d'acier. Sa hauteur, environ 40 mètres. Tout en haut, un système de poulies et de câbles actionne sans relâche les tiges de forage, les montants et les descendants. Chaque tige pèse plusieurs centaines de kilos. On les assemble l'une après l'autre, et toute cette chaîne métallique s'enfonce progressivement dans le sol. Lorsque la profondeur atteint plusieurs kilomètres, le poids total de la colonne de tige peut dépasser les 200 tonnes. Le forage commence dans un calme relatif. Les premières dizaines de mètres se franchissent rapidement. Le trépan broie littéralement la terre et les roches tambrent. Mais plus on descend, plus cela se complique. À quelques centaines de mètres de profondeur, la température commence à grimper. À plusieurs kilomètres sous terre, elle peut dépasser 150 degrés. Et ce n'est pas seulement un problème pour les hommes. La chaleur fait surchauffer l'équipement, use plus vite les têtes de forage et le métal se dilate. On me montre un trépan de forage, l'outil qui, littéralement, mord la roche. On dirait qu'il a été conçu pour un rover martien. À l'intérieur, alliage ultra dur et diamant industriel. Sinon, impossible d'entamer la formation. Certains trépans coûtent le prix d'un appartement en centre-ville. Et le plus drôle, parfois, ils cassent au bout de quelques jours. Pendant que le trépan tourne en profondeur, on pompe en continu la boue de forage. C'est un fluide très épais qui rappelle un kéfir sale. Il est propulsé sous haute pression par des pompes à travers toute la colonne de tige. Il descend, refroidit le trépan, évacue les débris de roche et remonte avec les fragments. Ici, même les déchets sont fascinants.
Les géologues lisent littéralement ces morceaux de pierre comme l'histoire de la planète. Et c'est là que la tension monte d'un cran. Sous terre, la pression change en permanence. Si la boue de forage devient trop légère, le gaz ou le pétrole peuvent jaillir brutalement. Si elle est trop lourde, la roche risque de se fracturer et le puits de s'effondrer. C'est pourquoi les opérateurs ne quittent pas leur capteur des yeux. Sur les écrans, les chiffres clignotent sans cesse. Pression, température, vitesse d'injection, charge sur le trépan. On a l'impression que ces hommes pilotent simultanément une usine et un lancement spatial. On me conduit maintenant vers le véritable cœur de toute la plateforme de forage, le système de traitement de la boue. Ici, le vacarme est tel que vos propres pensées semblent un murmure lointain. Tout vibre, tremble et menace de vous arracher les plombages. Vous voyez remonter du puits une véritable bouillie noirâtre. C'est la boue de forage, qui revient tout juste de 500 mètres de profondeur. Elle est chaude, elle sent la chimie, et elle est littéralement bourrée de débris rocheux que les dents d'acier du trépan viennent de broyer. C'est le sang vital du puits, et si elle cesse de circuler ou se charge de déchets, toute cette coûteuse machinerie se transforme en cercueil d'acier enfoui sous terre. Notre première étape dans ce parcours, les tables vibrantes, que les spécialistes appellent tamis vibrants. Observez ces grilles. Elles tremblent à une vitesse telle que l'eau à leur surface se transforme en fine brume. Ces installations séparent les gros morceaux de roche, ce qui fut autrefois du granit ou du calcaire massif. En une seule heure, 20 à 30 tonnes de boue traversent ces tamis. C'est un moment critique. Si la grille se déchire et qu'un seul fragment de pierre passe dans le système, il détruira des pompes coûteuses de 50 000 € plus vite que vous n'aurez fini votre café du matin. Ensuite, ce flux boueux arrive dans les centrifugeuses. Vous voyez ces tambours qui tournent à 3000 tours par minute ? Ici, c'est de la physique pure. Les particules lourdes de sable et d'argile sont plaquées contre les parois par la force centrifuge et expulsées, tandis que le liquide propre reste à l'intérieur. En 24 heures, des centaines de tonnes de ce mélange passent à travers ce système. C'est un processus d'une intensité incroyable, car la solution doit devenir parfaitement pure pour redescendre lubrifier le trépan en grande profondeur. Parlons maintenant du conflit principal et du pire cauchemar de tout foreur, l'arrêt du processus. Si le système de nettoyage s'immobilise ne serait-ce que 30 minutes, les débris rocheux à l'intérieur du puits commencent à sédimenter et coincent tout simplement la colonne de forage. C'est ce qu'on appelle le coincement. Pour dégager ce métal prisonnier, il faut parfois dépenser des millions d'euros, voire abandonner complètement le puits et tout recommencer à zéro. Voilà pourquoi ces machines fonctionnent sans interruption, 24 heures sur 24, sans pause déjeuner ni temps de sommeil. Nous sommes dans un lieu où chaque seconde de vibration économise des milliers de billets dans la poche du propriétaire. C'est un travail très sale, bruyant, mais d'une finesse technologique remarquable, où le métal et la chimie sauvent le projet de la ruine financière. Comment fonctionne une installation de forage ou l'épuration de la boue de forage en quelques mots? Vous assistez en temps réel au combat bien réel de l'homme contre les entrailles de la planète. C'est une opération technique où la moindre défaillance se paie au prix fort. Poursuivons notre visite, car la boue épurée est déjà prête à replonger dans les ténèbres des profondeurs où un véritable enfer l'attend. Autre chose qui m'a véritablement frappé, la lenteur parfois du forage. Au cinéma, on a l'impression qu'un puits, c'est on perce et c'est fini. En réalité, franchir 1 kilomètre peut prendre des semaines. Si la roche est dure, le trépan n'avance parfois que de quelques mètres par heure. Et puis tout s'arrête.
On remonte plusieurs kilomètres de tige, on change le trépan et on redescend l'ensemble. Cela prend de nombreuses heures. Et pendant tout ce temps, l'installation coûte une fortune. La location d'une grande plateforme de forage peut atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros par jour. Lorsque le puits s'approfondit, ses parois doivent être consolidées. On y descend des tubes d'acier de gros diamètre, et l'espace entre le tube et la roche est comblé de ciment. Sans cela, le puits serait tout simplement écrasé par la pression des strates. En substance, on construit sous terre une structure multicouche d'acier et de béton, seulement à la verticale et à plusieurs kilomètres de profondeur. Le moment le plus dangereux, c'est quand le trépan atteint la poche de gaz. Là, tout le monde se déplace très vite, mais sans panique. Si la pression a été mal calculée, une éruption peut se produire. Le gaz et les fluides jaillissent vers la surface avec une force démente. C'est précisément pour cette raison que les plateformes de forage sont équipées d'énormes dispositifs anti-éruption, des vannes métalliques pesant des dizaines de tonnes. Elles peuvent obturer le puits en un instant. On me montre cette installation, et elle a l'air tout droit sortie d'un film catastrophe industrielle. Chaque jour, près de 90 000 avions sillonnent le ciel en même temps. Non, ce n'est pas une erreur. 90 000. Et chacun d'entre eux consomme du carburant avec un tel appétit qu'un Boeing 777 sur un vol transatlantique dévore près de 80 000 litres de kérosène en un seul trajet. Tous ces vols, et il y en a plus de 30 milliards et demi par an, sont alimentés par un seul type de carburant, produit par une poignée de raffineries dans le monde entier. Si la chaîne d'approvisionnement en kérosène aviation s'arrêtait ne serait-ce qu'une semaine à l'échelle mondiale, l'aviation s'effondrerait, littéralement. Je me trouve dans une raffinerie de pétrole, et cette visite a quelque peu changé ma perception d'un billet d'avion. Je vais vous expliquer pourquoi. Le kérosène d'aviation, qu'on appelle carburéacteur ou Jet A1, n'est pas qu'un simple liquide dérivé du pétrole. C'est l'un des produits les plus rigoureusement standardisés de toute l'industrie. Son cahier des charges compte des centaines de pages, et si le carburant dévie d'un seul paramètre, il ne finira dans le réservoir d'aucun avion commercial au monde. Dans le domaine du carburant, l'aviation est le contrôleur qualité le plus implacable que vous puissiez rencontrer. Tout commence avec le pétrole brut, et voici le premier point crucial. Tous les pétroles ne se valent pas pour produire du kérosène d'aviation. Un brut léger, à faible teneur en soufre, constitue la matière première idéale. Un brut lourd, disons du Venezuela ou du Canada, sera beaucoup plus difficile à raffiner et donnera un rendement moindre de la fraction recherchée. La raffinerie où je me trouve traite principalement du pétrole moyen-oriental. Il offre un meilleur rendement en fraction gazole, à partir de laquelle on fabrique le carburant pour avion. La différence entre les types de brut est tangible. Un bon pétrole donne 20 à 25% de kérosène d'aviation sur le volume total. Un brut lourd, parfois moins de 10%. Pratiquement moitié moins. D'où le prix, la pénurie et la dépendance constante de l'aviation envers certaines régions productrices. Le pétrole arrive à la raffinerie et son premier arrêt est la colonne de distillation atmosphérique. Une tour de 60 à 80 mètres de hauteur, où le brut, chauffé à 360 degrés, est séparé en fractions selon leur température d'ébullition. En bas, le mazout lourd et le bitume. Au milieu, le gazole et la fraction kérosène. En haut, l'essence et les gaz. Le kérosène d'aviation, c'est précisément cette partie médiane qui s'évapore puis se condense à une température bien déterminée.
Mais ce qui sort de la colonne de distillation n'est pas encore du carburant d'aviation prêt à l'emploi. C'est un distillat brut, bourré de composés soufrés, d'hydrocarbures aromatiques et de tout ce qu'on ne veut surtout pas voir dans le réservoir d'un avion. L'étape suivante, l'hydrotraitement. Le distillat est mélangé à de l'hydrogène et traverse un réacteur à une température d'environ 370 degrés et une pression de près de 40 atmosphères. À l'intérieur du réacteur se trouve un catalyseur à base de cobalt ou de molybdène qui pousse les composés soufrés à réagir avec l'hydrogène pour se transformer en sulfure d'hydrogène, lequel est ensuite éliminé. La teneur en soufre du kérosène aviation finale ne dépasse pas 0,3% en masse. Certaines nouvelles normes sont encore plus strictes. Pourquoi si peu de soufre ? Parce qu'en brûlant dans le moteur, les composés soufrés forment des acides qui détruisent les aubes de turbine. Or, une aube de turbine de réacteur, c'est une pièce en superalliage de nickel fabriquée à une température proche du point de fusion du métal lui-même et qui coûte au minimum 10 000 €. Personne n'a envie d'accélérer leur usure à cause du soufre dans le carburant. L'équation est simple. Carburant plus pur égale durée de vie prolongée du moteur, donc moins de frais de maintenance. Après purification, le carburant traverse encore plusieurs étapes de séparation hydrostatique pour éliminer les fractions trop légères ou trop lourdes qui se seraient retrouvées au mauvais endroit. Puis vient la partie la plus fascinante, l'ajout des additifs. Et c'est là que la production de kérosène aviation commence à ressembler à l'industrie pharmaceutique. Les additifs représentent peu en volume, on les mesure en millilitres par tonne. Mais chacun remplit une fonction précise. Les antioxydants empêchent le carburant de s'oxyder pendant le stockage et de former des dépôts résineux qui colmatent les filtres à carburant. Les inhibiteurs de corrosion protègent les réservoirs en acier et les canalisations. Le dissipateur statique, un additif que je considère comme le plus sous-estimé de tous, réduit l'accumulation d'électricité statique lors du pompage. En transférant plusieurs centaines de tonnes de kérosène par an, sans cet additif, la tension statique pourrait atteindre des milliers de volts. Une étincelle et du carburant, mauvaise combinaison. Ce petit additif chimique empêche littéralement des explosions au quotidien et personne n'en a conscience. Il existe encore un autre additif obligatoire, l'antigel. Le kérosène aviation doit rester liquide à une température de moins 47 degrés Celsius. C'est le point de congélation minimal requis pour le jet A1. À 12 000 mètres d'altitude, la température extérieure peut descendre jusqu'à moins 60 et au-delà. Et le carburant dans les réservoirs se refroidit progressivement. S'il commence à cristalliser, le système d'alimentation de l'appareil s'arrête. Et ce n'est pas qu'une théorie. En 2008, un Boeing 777 de British Airways s'est écrasé lors de son atterrissage à Gatwick, précisément à cause de la microcristallisation de l'eau dans le système d'alimentation. Pas à cause d'un mauvais carburant, mais d'un carburant parfaitement conforme, dans lequel, selon une certaine combinaison de température et de conditions, l'eau dissoute a gelé. Cela a coûté à la compagnie des dizaines de millions de livres de pertes et 2 années d'enquête. Après cet accident, les exigences en matière de qualité du carburant aviation ont été encore renforcées. Le contrôle qualité dans cette raffinerie constitue un laboratoire à part entière, équipé pour plusieurs millions d'euros. Chaque lot de carburant aviation subit plus de 30 analyses. On vérifie la densité, on vérifie la viscosité. Elle détermine la capacité du carburant à circuler correctement dans les injecteurs du moteur à basse température. On vérifie le point d'éclair. Il doit atteindre au minimum 38 degrés afin que le carburant ne s'enflamme pas au contact d'une étincelle accidentelle dans les conditions normales de stockage aéroportuaire. Le transport présente un risque particulier, la contamination. Le kérosène aviation est acheminé principalement par pipeline, et ces mêmes conduites transportent parfois du gazole,
mais à des moments différents, avec un nettoyage rigoureux entre chaque lot. Si des résidus de gazole contaminent le kérosène aviation, le point de congélation se modifie, la stabilité thermique chute. Pour détecter cette contamination croisée, les aéroports disposent d'analyseurs automatiques qui contrôlent le carburant directement dans les réservoirs de stockage, avant qu'il ne soit transféré dans les réservoirs d'un appareil précis. Chaque grand aéroport possède sa propre infrastructure carburant, réservoir, station de pompage, pipeline jusqu'aux aires de stationnement. Une plateforme majeure comme Amsterdam ou Francfort stocke simultanément entre 200 et 300 millions de litres de carburant aviation. Il ne s'agit pas d'une réserve stratégique, c'est simplement le tampon opérationnel quotidien pour que l'aéroport ne dépende pas des livraisons journalières en provenance de la raffinerie. À titre de comparaison, un vol Airbus A380 à pleine capacité embarque jusqu'à 320 000 litres. Un vol, un avion, une seule fois. Si je vous disais que chaque litre d'essence contient des traces de vie qui existaient sur Terre il y a des millions d'années, et que sans elles, le monde moderne s'arrêterait tout simplement. Chaque année, l'humanité brûle l'énergie née de plantes préhistoriques, de plancton et de créatures disparues bien avant l'apparition de l'homme. Pourtant, presque personne ne sait comment ce mélange noir et boueux, extrait à des kilomètres de profondeur, se transforme en liquide transparent, capable de faire tourner des milliards de moteurs. À l'intérieur des raffineries se déroulent des processus qui ressemblent à un chaos maîtrisé. Des températures infernales, des pressions qui déchirent le métal et des molécules qu'on brise puis réassemble. Et si vous restez avec nous jusqu'au bout, vous découvrirez quelle étape de la fabrication de l'essence détermine réellement si votre voiture démarrera ou non. Tout commence avec le pétrole brut, extrait du sous-sol à des profondeurs pouvant atteindre plusieurs kilomètres. Ce pétrole n'est pas une substance homogène, mais un mélange complexe de milliers d'hydrocarbures différents, formés durant des millions d'années à partir de restes d'organismes anciens. Imaginez, les dinosaures, les plantes préhistoriques et le plancton se sont transformés sous l'effet de la pression et de la température, en ce qui fait aujourd'hui tourner notre civilisation moderne. Incroyable, n'est-ce pas? Lorsqu'on l'extrait, le pétrole présente des aspects différents selon le gisement. Il peut être presque noir et épais comme de la mélasse, ou bien plus clair et fluide. Il contient un mélange de molécules de taille variée, depuis de minuscules gaz jusqu'à d'énormes composants lourds. Et la mission d'une raffinerie, c'est justement de séparer tout ce mélange en produits utiles, dont l'essence fait partie. La première et la plus importante étape s'appelle la distillation fractionnée. Le pétrole est pompé dans une immense tour verticale qui peut atteindre la hauteur d'un immeuble de 15 étages. Cette tour s'appelle colonne de rectification et elle fonctionne selon un principe simple. Différentes substances bouillent à différentes températures. D'abord, le pétrole est chauffé à environ 400 degrés Celsius dans un four spécialisé. À cette température, la plupart des composants du pétrole se transforment en vapeur. Ce mélange de vapeur brûlante est introduit dans la partie inférieure de la colonne de rectification. À l'intérieur de la tour sont installés des dizaines de plateaux horizontaux, à différentes hauteurs. Et c'est là que commence la véritable magie de la séparation. Lorsque la vapeur chaude s'élève dans la colonne, elle se refroidit progressivement. À chaque niveau, la température est légèrement plus basse que celle du précédent. Les molécules lourdes, dont les points d'ébullition sont élevés, se condensent les premières, en bas de la colonne, là où il fait encore très chaud. Les molécules plus légères continuent de monter jusqu'à atteindre le niveau correspondant à leur température de condensation. Elles s'y transforment alors en liquide et sont recueillies sur les plateaux appropriés. Les gaz les plus légers
comme le propane et le butane, traversent toute la tour et sortent par le sommet à des températures voisines de 30 degrés. Un peu plus bas, entre 65 et 200 degrés, on récupère la fraction essence. Ce sont ces molécules qui nous intéressent. Plus bas encore, à des températures inférieures, on obtient le kérosène et le gazole. Et tout en bas reste le fioul lourd destiné aux navires, ainsi que la matière première pour l'asphalte. Mais voici le hic. Si l'on se contente de fractionner le pétrole brut, on n'obtient pas beaucoup d'essence, environ 15 ou 20% du volume total. Or, la demande d'essence est colossale, bien supérieure à sa teneur naturelle dans le pétrole. Les raffineurs ont donc imaginé une astuce pour en produire davantage à partir de ce qu'ils ont, un procédé appelé craquage. Le craquage consiste à briser de grosses molécules lourdes en molécules plus petites, adaptées à l'essence. Plusieurs méthodes existent. Le craquage thermique chauffe simplement le pétrole lourd à des températures extrêmes d'environ 500 degrés sous haute pression. Dans ces conditions, les longues chaînes d'atomes de carbone se fragmentent littéralement en morceaux plus courts. Une méthode encore plus efficace, le craquage catalytique. On utilise ici des substances spéciales, les catalyseurs, généralement des aluminosilicates, qui accélèrent les réactions chimiques sans avoir à chauffer à des températures aussi folles. On mélange le pétrole lourd avec une poudre chaude de catalyseur à des températures proches de 1000 degrés, et les molécules se scindent bien plus rapidement et efficacement. Après la réaction, le catalyseur est régénéré et réutilisé encore et encore. Il existe également l'hydrocraquage, où l'on ajoute, outre la haute température et le catalyseur, de l'hydrogène sous pression, jusqu'à 1 tonne, voire 1,5 tonnes par pouce carré. L'hydrogène aide à nettoyer les molécules en éliminant le soufre et l'azote, qui peuvent être nocifs. Ce procédé donne l'essence la plus pure et de la meilleure qualité. Mais même après toutes ces transformations, l'essence n'est pas encore prête à rejoindre votre réservoir. Il faut améliorer ses propriétés par des procédés appelés reformage et alkylation. Le reformage modifie la structure des molécules d'essence, augmentant son indice d'octane, l'indicateur de la résistance du carburant à la détonation dans le moteur. Une essence à faible indice d'octane peut s'auto-enflammer dans les cylindres du moteur, de manière intempestive, provoquant un cliquetis susceptible d'endommager le bloc moteur. Lors du reformage, les molécules d'essence traversent une série de réacteurs équipés de catalyseurs au platine à une température avoisinant les 500 degrés. Là, les chaînes droites d'atomes se réorganisent en structures ramifiées et en molécules cycliques, qui présentent un indice d'octane plus élevé. Autrefois, on ajoutait du plomb pour augmenter l'octane, mais on a découvert qu'il était toxique et polluait l'environnement, si bien qu'on y a renoncé dès les années 1990. L'alkylation est un procédé qui permet de combiner de petites molécules en molécules plus grandes, parfaitement adaptées à l'essence. On prend des gaz légers, issus du craquage, que l'on fait réagir en présence d'acides puissants pour obtenir des molécules de la taille idéale à indice d'octane élevé. C'est un procédé coûteux, mais qui fournit les composants des essences premium. Après toutes ces transformations, différents flux d'essence sont mélangés dans des proportions précises pour obtenir le produit final aux caractéristiques recherchées. On ajoute encore au mélange toute une série d'additifs, des substances qui améliorent diverses propriétés. Les détergents nettoient le moteur des dépôts. Les antioxydants empêchent l'essence de se dégrader pendant le stockage. Les inhibiteurs de corrosion protègent le système d'alimentation de la rouille. On ajoute des colorants pour pouvoir distinguer visuellement les différents types d'essence.
Dans de nombreux pays, on ajoute obligatoirement de l'éthanol à l'essence, un alcool fabriqué à partir de maïs ou de canne à sucre. Il représente généralement 10% du volume, parfois davantage. L'éthanol augmente l'indice d'octane et est considéré comme plus écologique, car il provient de sources renouvelables. Bien que l'on débatte encore de ses véritables bénéfices environnementaux, compte tenu de toute l'énergie dépensée pour cultiver la matière première. Il est intéressant de noter qu'à partir d'un baril de pétrole brut de 160 litres, on obtient environ 20 litres d'essence, auxquels s'ajoutent le diesel, le kérosène, les lubrifiants et d'autres produits. Rien ne se perd. Même les gaz produits au cours du processus sont brûlés pour chauffer la raffinerie elle-même ou transformés en d'autres substances utiles. Une raffinerie moderne, c'est une véritable cité de tuyaux, de tours, de réacteurs et de réservoirs qui peut s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés. L'ensemble du complexe est piloté par ordinateur, surveillant simultanément des milliers de paramètres. Température, pression, débit des flux, composition des produits. Une erreur de réglage peut coûter des millions de dollars, voire provoquer un accident. Les normes environnementales se durcissent sans cesse. Aussi, les raffineries se modernisent-elles en permanence, installant de nouveaux équipements de traitement des émissions et réduisant leur consommation d'énergie. La production d'essence est devenue bien plus propre qu'il y a 30 ou 40 ans, même si elle reste très énergivore et continue d'avoir un impact sur l'environnement. Tout ce système complexe existe pour une seule raison, vous permettre de vous arrêter à une station-service, d'insérer le pistolet dans votre réservoir et de faire le plein en quelques minutes. Derrière ces quelques minutes se cachent des géologues qui cherchent le pétrole, des ingénieurs qui conçoivent les puits et les raffineries, des chimistes qui développent les catalyseurs et les additifs, des techniciens qui assurent le bon fonctionnement des équipements, des chauffeurs qui livrent le carburant. Une industrie mondiale qui fonctionne 24 heures sur 24 pour que le monde continue d'avancer. Et même si l'on parle beaucoup aujourd'hui de voitures électriques et d'énergie renouvelable, l'essence restera encore longtemps le carburant principal pour des milliards de véhicules à travers le monde. C'est le fruit d'un siècle de réflexion technique, de recherche chimique et d'innovation technologique. La transformation d'une matière organique millénaire en énergie moderne. Un mètre cube de ce gaz concentré et l'homme meurt en quelques secondes. Et ces émissions toxiques s'échappent par tonnes chaque heure de chaque raffinerie de pétrole. Seule une poignée d'usines dans le monde savent capturer cette mort directement dans les conduits et la transformer en une poudre jaune qui finit ensuite dans vos pneus, dans les engrais pour vos légumes et dans la moitié de toute la chimie de la planète. La réaction est exothermique, la température s'emballe. Une seule défaillance d'une vanne, et l'atelier se transforme en ruine avec des fumées toxiques sur des kilomètres à la ronde. Je suis entré là où se trouve un réservoir de soufre de plusieurs milliers de tonnes, et ce que j'y ai vu m'a longtemps empêché de dormir tranquille. À l'échelle mondiale, plus de 90% de tout le soufre élémentaire recherché par l'industrie est récupéré précisément à partir de gaz soufré dans les complexes pétrochimiques et les usines de traitement du gaz. Cela représente des dizaines de tonnes de dollars par an, arrachés à ce qui autrefois était rejeté dans l'atmosphère. Tout commence avec le gaz, sulfure d'hydrogène ou autres composés soufrés qui arrivent au complexe pétrochimique. Ce gaz est nauséabond et toxique. Dans un seul mètre cube d'air peut déjà se trouver une dose mortelle, si l'on se retrouve au milieu sous forme concentrée. C'est pourquoi les usines le capturent directement dans les flux technologiques. Des canalisations sous pression acheminent le gaz vers les installations de neutralisation. Le débit peut être très important. Dans les grandes usines, cela représente plusieurs mètres cubes par an. Imaginez, au lieu de rejeter cette vapeur mortelle dans l'atmosphère, on la récupère et on l'envoie au traitement.
La première étape consiste à purifier le gaz de ses impuretés. La pureté de la matière première initiale est essentielle, car les impuretés peuvent obstruer les catalyseurs ou provoquer des explosions. Le gaz traverse des filtres et subit un refroidissement. La température chute à quelques degrés Celsius pour faire précipiter les fractions liquides. Vient ensuite le passage dans le réacteur, où le sulfure d'hydrogène se transforme en soufre. La méthode la plus courante est le procédé Claus, où le sulfure d'hydrogène est d'abord oxydé en dioxyde de soufre, puis converti en soufre élémentaire. Pour simplifier, c'est comme si une vapeur toxique se transformait en poudre jaune. Cela paraît simple, mais dans la réalité, tout est rigoureusement contrôlé. La pression dans les réacteurs atteint plusieurs dizaines de kilopascals. La température est calibrée avec précision, et l'ensemble du processus s'effectue sous la surveillance d'ordinateurs et d'opérateurs. L'un des points cruciaux concerne la sécurité. Les réactions sont exothermiques. Si la chaleur produite n'est pas évacuée, le réacteur peut surchauffer. C'est pourquoi des circuits de refroidissement, des systèmes de décharge d'urgence et un dispositif qui réduit automatiquement l'alimentation en gaz en cas de température ou de pression anormale ont été installés. Chaque vanne, chaque capteur sont contrôlés quotidiennement. C'est ce qui garantit qu'aucun incident ne se produise. Par ailleurs, le personnel travaille en tenue de protection et le site est entouré de zones tampons. La distance qui sépare l'installation des zones habitées se compte en kilomètres, non en centaines de mètres. Après transformation en soufre liquide ou solide, il faut le séparer des gaz et des liquides de lavage. C'est là que commence ce qui ressemble à une véritable production. Le soufre est refroidi, se solidifie et s'accumule en grosses masses. On le broie ensuite et on le tamise à travers des cribles, en éliminant les gros morceaux et les impuretés. Le produit fini se présente sous forme de granulés ou de poudre calibrée, généralement entre 1/10 et 2 mm. Dans les grandes usines, la production quotidienne peut atteindre des milliers de tonnes. C'est un indicateur crucial, car le transport du soufre est une toute autre affaire, non sans risque. La poudre s'envole et les gros blocs sont lourds et coûteux à acheminer. L'un des aspects les plus redoutables réside dans l'inflammabilité et la toxicité des produits lors de la chauffe. Le soufre lui-même n'est pas explosif dans des conditions normales, mais un chauffage inadéquat libère du dioxyde de soufre et des oxydes de soufre. Ces mêmes vapeurs toxiques. C'est pourquoi, lors de la fusion ou du calibrage des fractions, on maintient en permanence des systèmes d'extraction et de purification de l'air. Là où l'on traite de gros volumes, des dispositifs anti-incendie automatiques sont installés, prêts à réagir instantanément. Dans un atelier, j'ai vu une cuve de soufre contenant plusieurs milliers de tonnes. Imaginez les conséquences si elle venait à chauffer de manière incontrôlée. Une autre raison qui rend ces usines si rares, c'est la complexité du contrôle qualité. Le soufre destiné à l'agriculture possède des propriétés différentes de celui qui sera utilisé pour la fabrication d'acide sulfurique ou de produits en caoutchouc. Il faut donc réguler avec précision la température de cristallisation, l'élimination des impuretés et la taille des fractions. Le laboratoire analyse en permanence des échantillons, composition chimique, point de fusion, teneur en impuretés. Tout cela par plusieurs méthodes, notamment par chromatographie en phase gazeuse. Si la qualité ne répond pas aux normes, le lot est soit refondu, soit envoyé à l'élimination. Les pertes sont colossales. Ce qui frappe l'œil nu, c'est l'ampleur de l'infrastructure. Tuyauterie géante, installation de fours, réservoirs de stockage,
vastes aires pour les amoncellements de soufre. C'est un travail d'ingénieurs, de chimistes et d'opérateurs. Seules quelques entreprises au monde possèdent à la fois la technologie et les ressources pour mener ces opérations de manière sûre et économiquement viable. La formation du personnel s'étend sur plusieurs mois, tandis que certification et contrôle réglementaire se succèdent année après année. C'est pourquoi les chiffres de production précis restent confidentiels et l'accès aux technologies demeure restreint. En fin de cycle, le soufre est conditionné, en sac de 50 kg pour les clients locaux ou en vrac dans des wagons spécialisés pour l'exportation. Le transport du soufre constitue un défi à part entière. Il faut l'isoler de l'humidité et des sources de chaleur, le protéger de la poussière. La logistique ajoute souvent un surcoût final qui renchérit le produit. Voilà pourquoi toute usine qui se lance dans cette production doit composer avec de lourds investissements en capital, des risques et des exigences strictes en matière de sécurité du travail. Plus de la moitié du soufre existant dans le monde sous forme de produits finis est destiné à la fabrication d'acide sulfurique, l'un des composants chimiques sans lesquels l'industrie moderne ne pourrait même pas fonctionner partiellement. Étroitement lié à cela, le soufre poursuit son chemin vers l'industrie du caoutchouc, où il joue le rôle d'agent de liaison lors de la vulcanisation du caoutchouc. C'est précisément lui qui détermine la solidité de la gomme des pneumatiques. Chaque pneu qui roule sur nos routes contient du soufre, qui, autrefois, provenait d'un gaz semblable à un poison. Par ailleurs, une grande partie du soufre est utilisée dans l'industrie chimique pour la production de divers sels, réactifs, produits colorés, peintures et plastiques. Autre domaine d'envergure, l'agriculture, où le soufre entre dans la composition des engrais et des fongicides, protégeant les récoltes contre les champignons et aidant les plantes à mieux assimiler d'autres nutriments. Autrement dit, nous nous trouvons au cœur d'une chaîne qui commence par un gaz toxique dans une usine, se transforme en poudre jaune ou en granulés, puis apparaît soudainement dans nos engrais pour légumes, les pneus de nos voitures et les réactions chimiques produisant toutes sortes d'applications. Des engrais minéraux aux peintures et plastiques. D'un côté, il est étonnant qu'une seule et même substance, à l'origine d'un problème écologique, devienne partie intégrante de pratiquement chaque secteur industriel. De l'autre, cela montre à quel point la production, les transports et l'agriculture sont étroitement liés à l'échelle mondiale. Chaque année dans le monde, plus de 100 millions de barils de pétrole sont raffinés quotidiennement. Un volume capable de remplir des milliers de piscines olympiques par heure. Mais parmi cette masse se trouve un pétrole que la plupart des raffineries redoutent. Le lourd brut mexicain Maya. Épais, noir, gorgé de soufre. Presque inutilisable pour les carburants modernes. Et c'est précisément ici, à Deer Park près de Houston, qu'on le casse, qu'on le purifie et qu'on le transforme en énergie pour tout un continent. Comment du quasi-mazout donne-t-il naissance à de l'essence? Et quel processus se cache derrière ces tours métalliques? Suivez-nous jusqu'au bout. Vous découvrirez ce dont même les ingénieurs ne parlent pas. Aujourd'hui, nous voici sur l'un des sites industriels les plus puissants d'Amérique du Nord, la raffinerie Deer Park. Ce complexe géant de raffinage pétrolier, situé près de Houston, a longtemps fonctionné dans le cadre d'un partenariat entre Pemex et Shell. C'est ici qu'arrive l'un des pétroles les plus difficiles à raffiner au monde, le brut lourd mexicain Maya crude. Noir, épais, visqueux, semblable à du mazout chauffé, il paraît presque inutilisable pour produire de l'essence. Pourtant, c'est ici même qu'on apprend à le rééduquer. De loin, la raffinerie ressemble à une ville de métal. Des dizaines de tours, de tuyaux, de réservoirs et de plateformes s'étendent sur des centaines de mètres dans toutes les directions. Les colonnes de distillation les plus hautes atteignent environ 60 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 20 étages, rempli non d'appartements, mais de pétrole en ébullition.
Tout autour règne le bruit incessant des pompes, la vapeur, l'odeur des hydrocarbures et la lueur des torchères où l'on brûle les gaz excédentaires. Tout commence avec l'arrivée du brut. Pétrolier ou pipeline, le Maya crude est acheminé jusqu'au site de la raffinerie. Il est stocké dans d'immenses réservoirs de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes. C'est là qu'on le maintient au chaud et qu'on le prépare pour la première étape, la distillation atmosphérique. Le brut est pompé dans une colonne de grande hauteur et chauffé à une température d'environ 350 degrés Celsius. À l'intérieur, il commence à s'évaporer et les différentes fractions montent à des niveaux distincts. Les gaz légers et les composants de l'essence s'élèvent vers le haut. Les plus lourds restent en bas. C'est une séparation de base, mais pour un brut mexicain aussi lourd, ce n'est que le début du processus. Le problème principal du Maya crude, ce sont ses molécules. Elles sont longues, lourdes, complexes, riches en carbone et en soufre. Sous cette forme, elles brûlent mal et ne conviennent pas aux carburants modernes. D'où l'étape suivante, le craquage catalytique. Après la distillation primaire, les résidus sont dirigés vers des réacteurs spéciaux où s'opère le craquage des molécules. La température y atteint 500 degrés et la pression des dizaines de bars. À l'intérieur circule un catalyseur pulvérulent, semblable à du sable fin. Il est en mouvement constant avec les vapeurs de pétrole. Dans ces conditions, les longues chaînes d'hydrocarbures commencent à se fragmenter en chaînes plus courtes. Ce qui était un fioul lourd se transforme progressivement en composants d'essence, de gazole et de carburant aviation. Le processus est continu. Le catalyseur s'use, se régénère, se réactive et retourne dans le réacteur. Après le craquage, le carburant est loin d'être prêt. Le pétrole mexicain contient énormément de soufre. C'est précisément lui qui rend le carburant sale, toxique et nocif pour les moteurs comme pour l'environnement. L'étape clé suivante est donc l'hydrotraitement. Les flux de produits pétroliers sont dirigés vers de hauts réacteurs verticaux, où ils sont mélangés à de l'hydrogène pur. La température avoisine les 400 degrés. La pression dépasse 100 bars. Dans ces conditions, le soufre se sépare des hydrocarbures et se transforme en sulfure d'hydrogène. Celui-ci est capté, purifié, puis transformé en soufre technique. Ces réacteurs ressemblent à de gigantesques colonnes d'acier, hautes comme un immeuble de plusieurs étages. À l'intérieur, un système complexe de tuyaux, de catalyseurs et d'échangeurs thermiques. Tout fonctionne 24 heures sur 24, sans interruption, car même une courte pause signifierait des pertes se chiffrant en millions d'euros. Après purification, le carburant traverse encore plusieurs étapes: stabilisation, filtration, mélange avec des additifs. Chaque type d'essence ou de gazole obéit à sa propre formule précise. Des systèmes informatiques contrôlent la composition du mélange, l'indice d'octane, la volatilité et la température d'inflammation, avec une précision à une fraction de % près. C'est là que s'opère la métamorphose essentielle. Ce qui entre dans la raffinerie sous forme de liquide noir, visqueux et lourd, en ressort transparent, clair et volatile. Il s'enflamme facilement, brûle de façon homogène et répond aux normes environnementales européennes et américaines. Chaque jour, des centaines de milliers de barils de pétrole transitent par ce complexe. Cela représente des millions de litres de carburant qui partent ensuite par pipeline, train et camions-citernes à travers tout le continent. Chaque litre est le fruit de dizaines de réactions chimiques, de centaines de pompes et de milliers de capteurs. Le plus fascinant dans cette histoire, c'est le contraste. À l'entrée, la raffinerie reçoit un produit qui ressemble à un problème. Épais, lourd, saturé d'impuretés. À la sortie, apparaît une ressource sans laquelle le monde moderne ne pourrait fonctionner. Autoroutes, lignes aériennes, logistique, villes. Tout commence ici,
au milieu du métal, de la vapeur et de la haute pression. C'est précisément pourquoi Deer Park n'est pas une simple usine. C'est une immense fabrique de transformation, où l'ingénierie, la chimie et la rigueur modifient chaque jour les propriétés de la matière. Et chaque fois que vous faites le plein, quelque part au Texas, cette chaîne complexe a déjà œuvré pour transformer du pétrole brut mexicain en carburant léger, qui propulse votre avancée. Et pour faire avancer ma propre chaîne, j'ai besoin de votre abonnement. Le réseau mondial des raffineries pétrolières constitue l'un des plus vastes réseaux industriels de la planète. Au début des années 2020, plus de 700 grandes raffineries sont en activité dans le monde, avec une capacité cumulée dépassant 100 millions de barils par jour, soit environ 15 millions de tonnes de pétrole brut quotidiennement. Près de 20% de l'ensemble du raffinage revient aux États-Unis, qui demeure le premier centre mondial de raffinage pétrolier. En moyenne, une grande raffinerie moderne consomme entre 5 et 8% de sa propre production pour ses besoins internes. Fonctionnement des pompes, des compresseurs et des fours. Une telle installation peut utiliser une quantité d'électricité équivalente à celle d'une ville de plus de 100 000 habitants. La consommation d'eau est elle aussi colossale, de 2 à 5 barils d'eau pour chaque baril de pétrole raffiné. Les statistiques montrent qu'un baril de pétrole brut permet d'obtenir en moyenne environ 45% d'essence, 30% de diesel et de carburéacteurs, le reste se répartissant entre fuel lourd, gaz et produits pétrochimiques. Le pétrole lourd, notamment mexicain, nécessite 30 à 40% d'énergie supplémentaire pour son raffinage par rapport au pétrole léger. Selon les organisations énergétiques internationales, les pays de l'OPEP exportent chaque année plus de 2 milliards de barils de pétrole brut destinés au raffinage dans des installations étrangères. Par ailleurs, plus de 60% des capacités mondiales de raffinage ont été construites après 1990, ce qui témoigne du renouvellement constant du secteur. Sur le plan financier, une grande raffinerie coûte en moyenne entre 5 et 10 milliards d'euros, avec un délai d'amortissement qui atteint 15 à 20 ans. Même un arrêt d'une journée d'une telle installation peut entraîner des pertes de plusieurs dizaines de millions d'euros et avoir un impact immédiat sur les prix des carburants dans toute une région.